Comment comprendre la non-linéarité? C'est très simple. Vous prenez une bouteille de ketchup. Bon, ça c'est pas du ketchup, c'est de la sauce barbecue. Vous prenez une bouteille de ketchup, comme celle-ci. Il reste plus beaucoup de ketchup à l'intérieur. Vous appuyez dessus, il n'y a rien qui sort. Ah, vous appuyez dessus encore, ah, il n'y a rien qui sort. Ah, il n'y a rien qui sort. Ah, et là, tout d'un coup, ça éclabousse partout et voilà, vous n'avez plus qu'à changer vos vêtements. La non-linéarité, c'est ça. Bien, maintenant, la question que nous allons nous poser, c'est est-ce que ce virus est dangereux? Est-ce que ce virus est dangereux ou non? Et donc, la première question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que l'on a des données, des études qui nous montrent que ce virus est dangereux? Et la réponse est oui, mais c'est pas le plus important. C'est-à-dire que oui, on a de nombreuses données qui nous montrent que ce virus, on doit s'en préoccuper, mais même si on n'avait pas ces données, eh ben, il faudrait s'en préoccuper quand même. Donc, je vais essayer de vous démontrer ça. Alors d'abord, quelles sont ces données? Sur la page Pearl Trees, dans le dossier dangerosité du SARS-CoV-2, j'ai mis tout un tas d'articles sur cette question. Je vais pas les résumer. Hein. Si la question vous intéresse, si vous avez des doutes sur la question, vous allez voir ces articles. Par exemple, le coronavirus a causé la mort d'au moins 3000 soignants dans le monde. Autre exemple, 2 mois après leur infection, de nombreux patients présentent de nouveaux symptômes. Sur cette question précise, si le sujet vous intéresse, je vous invite à aller voir la vidéo de Tatiana Ventose, youtubeuse qui a attrapé le coronavirus et qui a fait une vidéo dans laquelle elle explique tout ce par quoi elle est passée. Des problèmes cérébraux sont possibles même dans des formes bénignes. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas développé de formes graves qu'on n'a pas forcément de problèmes cérébraux qui vont être liés. Le Covid-19 pourrait toucher bien plus d'enfants que prévu. Là aussi, le fait de dire « Ah, mais ça touche que les personnes âgées », non, ça touche tout le monde. Les survivants du coronavirus pourraient avoir besoin de rééducation pour pouvoir marcher à nouveau. Ça aussi, c'est une question dont on n'a pas suffisamment parlé. Les personnes ayant développé des cas graves du SARS-CoV-2 vont éventuellement, pour beaucoup d'entre eux, passer par des mois de rééducation avant de retrouver leur forme normale. On a également cet article du Parisien, ces symboles qui illustrent la catastrophe aux États-Unis, qui nous parle en particulier d'un infirmier américain qui s'est pris en photo, quelqu'un qui était extrêmement musclé, extrêmement sportif, qui avait une photo de lui qui avait été prise avant de tomber malade, une photo torse nu, et après être passé par la maladie, il a repris une photo de lui, dans la même position, de manière à montrer la différence, et on voit le poids qu'il a perdu, la masse musculaire qu'il a perdue, c'est assez impressionnant. Un autre article, effet de long terme du coronavirus, certains survivants ont eu des dégâts au niveau de leurs poumons, au niveau de leur cœur, sans même parler des problèmes psychologiques. La nécrologie. Dans les dernières nouvelles d'Alsace, journal local en Alsace, le 28 mars, il y avait 14 pages d'avis de décès liés au coronavirus, contre 3 pages le 28 février. Ça, c'est un indice de ce qui se passe dans une région qui est touchée par le coronavirus. Un autre chiffre, la province de Bergame, qui est probablement la région la plus touchée au monde, l'INSEE italien avait calculé une surmortalité de 568% en mars. Non, le Covid-19 n'est pas seulement au 17e rang mondial en nombre de morts. Un article du Monde
qui nous explique que certaines informations qu'on a vues, comme quoi le coronavirus n'était pas si grave, que ces informations sont fausses, et qui remet dans le contexte. Donc voilà, on a de nombreux articles sur le sujet. Je vous renvoie vers eux sur cette question des données concernant la dangerosité. Pourquoi le coronavirus est dangereux ? Il est dangereux, entre autres, parce que notre système immunitaire ne connaît pas ce virus. Et moi, ça m'a fait penser à la question des maladies qui avaient touché les Amérindiens. Quand les Européens sont arrivés en Amérique, au XVe siècle, XVIe siècle, les Amérindiens ont attrapé plein de maladies qui avaient été amenées par les Européens. Mais les Européens, c'était des maladies qui leur faisaient pas de mal parce que leur organisme était habitué. Mais les natifs du continent américain, bah, eux, quand ils ont attrapé ces maladies, leur organisme ne connaissait pas ces maladies et du coup, ça fait beaucoup de dégâts. Et donc, pour cette raison, un nouveau virus, un virus qu'on ne connaît pas, est toujours quelque chose d'inquiétant parce que il est inquiétant précisément parce qu'on ne le connaît pas. Une erreur que l'on commet beaucoup, c'est qu'on va regarder uniquement le nombre de morts. On va évaluer uniquement la dangerosité d'un virus en fonction du nombre de morts. Mais il se peut bien que le problème avec le SARS-CoV-2, ça ne soit pas les morts, ça soit les personnes qui survivent. C'est là qu'on a un souci. Parce que il y a à peu près 20% des cas qui sont des cas graves. Alors, quand je dis 20% des cas, hein, comme j'ai dit plus tôt, on ne sait pas exactement combien il y a de cas, donc c'est difficile à évaluer. En tout cas, il y a un nombre non négligeable de personnes qui va développer des cas graves. Sur ces cas graves, il y a une petite partie d'entre eux qui vont mourir. Mais les personnes qui ne meurent pas, donc on l'a dit, il faudra, pour les personnes qui auront été intubées, il faudra qu'ils fassent de la rééducation. Ce sont des personnes qui, pendant plusieurs semaines, vont vivre l'enfer. C'est vraiment pas une expérience agréable par laquelle passer. Il y a la question des séquelles à long terme. On ne sait pas quelles seront les séquelles à long terme, on n'a pas suffisamment de recul, mais on commence quand même à avoir des données qui nous indiquent que un certain nombre de personnes qui auront développé des cas graves auront des séquelles à long terme, et même des personnes qui n'auront pas développé de cas graves. Donc cette question des séquelles, il ne faut vraiment pas la sous-estimer. Quelque chose qu'on a beaucoup entendu aussi, c'est les personnes qui meurent du coronavirus. Ce sont des personnes qui avaient déjà des maladies graves, et donc c'est des gens qui seraient morts pas très longtemps après de toute manière. Alors sur le sujet, il y a une étude. Alors je n'ai pas retrouvé cette étude, si jamais vous la retrouvez, vous me la mettez en commentaire, je la rajouterai dans les liens. Une étude de l'université de Glasgow qui nous dit « Les hommes morts du Covid-19 sont décédés en moyenne 13 ans plus tôt que s'ils n'avaient pas été infectés. Les femmes mortes du Covid-19 ont perdu 11 ans de vie. » Donc perdre 11 ou 13 ans de vie, c'est pas rien, c'est pas anodin. Mais tout ce que je viens de dire n'a aucune importance. Toutes ces données, finalement, elles ne sont pas importantes. Elles ne sont pas importantes parce qu'on a affaire à une maladie contagieuse. On a affaire à une pandémie. Et une maladie contagieuse, c'est toujours quelque chose de préoccupant, indépendamment des caractéristiques de cette maladie en particulier. Une maladie contagieuse, c'est toujours important parce qu'une maladie contagieuse a 3 caractéristiques. Ces 3 caractéristiques, c'est l'asymétrie des risques, l'incertitude et la non-linéarité. Ces 3 facteurs sont en eux-mêmes inquiétants et ils sont d'autant plus inquiétants quand on les combine. Alors, je vais citer une phrase de Nassim Nicolas Taleb qui résume très bien ces 3 aspects. Cette phrase, c'est fondamentalement, nous ne devons pas prendre de décision en nous basant sur ce qui est susceptible de fonctionner. Nous devons prendre des décisions en se basant sur les coûts systémiques de l'erreur éventuelle. Cette phrase, elle résume les 3 aspects, asymétrie des risques, incertitude et non-linéarité.
Alors je vais essayer de voir, de les détailler. L'idée, c'est que face à une maladie contagieuse, face à un virus, le risque de se tromper est très élevé et les conséquences de l'erreur sont très importantes. Donc, on ne peut pas se permettre de se tromper et malgré tout, le risque est très élevé. Alors, commençons par la symétrie des risques. La symétrie des risques, ça veut dire que si on se trompe, le coût est gigantesque. Si on a affaire à une maladie et qu'on regarde, on essaye de savoir quelle est la dangerosité de cette maladie, et on arrive à la conclusion que non, elle est pas très dangereuse. Mais on s'est trompé. En réalité, elle est dangereuse. Le coût de cette erreur est absolument gigantesque. A l'inverse, si on décide de prendre des mesures préventives extrêmement fortes, alors bien sûr, ces mesures préventives peuvent avoir des conséquences négatives. Et on a vu par exemple que le confinement avait des conséquences économiques graves. On a vu que le confinement avait des conséquences psychologiques aussi sur certaines personnes, qu'il pouvait y avoir des effets comme l'augmentation des violences familiales. Donc le fait de mettre en place de la prévention a des conséquences qu'il faut prendre en compte, mais il y a une asymétrie des risques. C'est-à-dire que les risques liés à une maladie infectieuse sont potentiellement tellement importants que les pires conséquences imaginables si on agit et les pires conséquences imaginables si on n'agit pas sont dans deux ordres de grandeur extrêmement différents, ce qui implique que agir est de toute manière préférable. Le deuxième aspect, c'est l'incertitude. Et donc, on en a déjà parlé un peu. L'incertitude, c'est-à-dire qu'on ne sait pas. On ne sait pas comment une maladie virale va évoluer. On ne le sait pas. Là, je voudrais vous poser une question. On va établir 3 degrés de risque par rapport à des dangers lambda, n'importe quel type de danger. Le premier degré de risque, c'est on sait que ce n'est pas dangereux ou on sait que ce n'est pas très dangereux. On sait que quelque chose n'est pas très dangereux, que le risque est faible. Le deuxième degré, c'est on sait que c'est dangereux. On sait que c'est très dangereux. On sait par l'expérience, par nos données, on sait que ce risque est dangereux. Et le troisième degré de risque, c'est on ne sait pas si c'est dangereux. On est dans le flou, on est dans l'incertitude, on ne sait pas. Donc ma question, c'est ce troisième degré, à quel endroit vous allez le situer par rapport aux deux autres? Quand on pose cette question aux gens, la plupart des gens vont le mettre entre les deux autres. C'est-à-dire qu'ils vont dire, le degré le plus faible, c'est on sait que c'est pas dangereux. Ensuite, le degré intermédiaire, c'est on ne sait pas si c'est dangereux. Et le degré le plus fort, c'est on sait que c'est dangereux. Ça, c'est une erreur. C'est un biais cognitif. En réalité, ces 3 degrés de danger, il faut les classer dans l'ordre où je les ai donnés. C'est-à-dire que on sait que c'est dangereux est un risque plus faible que on ne sait pas si c'est dangereux. En effet, si on sait que c'est dangereux, ça veut dire qu'on est capable d'évaluer le degré de dangerosité de la chose. Et si on est capable d'évaluer le degré de dangerosité de la chose, alors on peut réagir de manière proportionnée. On peut réagir de manière ciblée. On peut s'adapter au danger. Par contre, si on ne sait pas si c'est dangereux, on peut pas être proportionné, on ne peut pas être ciblé. On est dans le flou, on est dans l'inconnu. On ne sait pas à quel point c'est dangereux. Et c'est à ce moment-là qu'on est confronté aux risques les plus grands. Et donc les implications ne sont pas du tout les mêmes. On ne réagit pas de la même manière selon qu'on se trouve dans l'une ou l'autre de ces 3 situations. Si on est dans une situation où l'on sait que le danger est inexistant ou faible, dans ce cas-là, on n'agit pas. Si on est dans une situation où l'on sait que le danger est important, dans ce cas-là, on agit. Mais si on est dans une situation où l'on ne sait pas si le danger est important ou non, alors dans ce cas-là, on surréagit. C'est-à-dire qu'on ne va pas calibrer sur le danger, puisque le danger, on ne le connaît pas. Donc on est obligé de surréagir. À ce moment-là, c'est le principe de précaution qui entre en œuvre.
Et donc toutes les personnes qui disent ah oui mais face au coronavirus, on ne sait pas quel est le risque, donc c'est pas la peine de surréagir. Mais non, c'est l'inverse. C'est précisément parce qu'on ne sait pas quel est le risque qu'il faut surréagir. Il faut mettre en place des mesures plus importantes que la manière, que le risque que l'on s'imagine, parce qu'il y a quand même de fortes chances que ce risque soit sous-évalué. Deux citations qui permettent de comprendre cette incertitude. Une citation de Yanir Bar-Yam. Beaucoup de modèles à propos de modèles mathématiques, de modèles informatiques, à propos du Covid-19 essayent de faire des prédictions. Mais les pandémies sont fondamentalement imprévisibles. Donc Yanir Bar-Yam nous dit qu'on ne doit pas se focaliser sur les prédictions, que l'on doit se focaliser sur les actions que nous devons mettre en œuvre. Une citation de Nassim Nicolas Taleb. On sait quand ça commence, on ne sait jamais quand ça se termine. Bah oui, c'est le problème. On essaye de faire des bilans à propos de cette pandémie, alors qu'on n'en est qu'au tout début. On ne sait pas combien de temps ça va durer. Peut-être que dans 10 ans, on y sera toujours. Si on ne trouve pas de vaccin, peut-être que dans 10 ans, on y sera toujours. Donc, pour avoir une idée du bilan de cette épidémie, que ce soit en nombre de morts et en nombre d'effets secondaires, ça, on fera ça quand ce sera terminé. Pour le moment, on n'en sait rien. Le problème, il est devant nous, il n'est pas derrière. Il y a 3 choses à prendre en compte que l'on ne prend pas suffisamment en compte. La première chose, c'est les mutations. Un virus, ça mute. Ce virus, le SARS-CoV-2, a déjà muté. Et donc quelque chose qui mute, ça veut dire qu'on ne peut pas prévoir ses conséquences à long terme. La deuxième chose, ce sont les séquelles. On en a déjà parlé. Il peut y avoir en particulier une baisse de l'espérance de vie à long terme. C'est pas parce qu'on n'est pas mort maintenant, on a attrapé la maladie, et puis voilà, on y survit, mais on ne peut pas savoir si sur une durée de 10 ans, de 20 ans, notre espérance de vie n'a pas diminué pour autant. La troisième chose qu'il faut prendre en compte, c'est les effets sur les embryons. En particulier, l'épidémie de 1918 de grippe espagnole, on avait des données qui nous montraient qu'elle avait eu des conséquences sur les capacités cognitives de la génération suivante. Des gens qui étaient dans le ventre de leur mère au moment de l'épidémie, et leur mère avait attrapé la maladie. La maladie n'avait pas été transmise à l'embryon, mais ces gens-là, on a observé que sur les 20 ans plus tard, que ces personnes-là constituaient un creux dans la courbe des capacités cognitives. Donc il faut aussi prendre cette chose-là en compte, les mutations, les séquelles et les effets sur les embryons. La troisième question, c'est la question de la non-linéarité. Alors, comment comprendre la non-linéarité? C'est très simple. Vous prenez une bouteille de ketchup. Bon, ça c'est pas du ketchup, c'est de la sauce barbecue. Vous prenez une bouteille de ketchup, comme celle-ci. Il reste plus beaucoup de ketchup à l'intérieur. Vous appuyez dessus, il n'y a rien qui sort. Vous appuyez dessus encore, il n'y a rien qui sort. Il n'y a rien qui sort. Et là, tout d'un coup, ça éclabousse partout et voilà, vous n'avez plus qu'à changer vos vêtements. La non-linéarité, c'est ça. Une épidémie n'évolue pas de manière linéaire. Et le problème, c'est que nous sommes formés à penser de manière linéaire. Par exemple, à l'école, on va vous faire faire des suites de chiffres, par exemple. On va vous dire, 1, 2, 4, 8, 16, 32, quel est le chiffre suivant? La bonne réponse, la réponse qu'on attend de vous en tout cas, c'est 64. Parce qu'à chaque étape, on multiplie par 2. C'est une progression linéaire. On a les mêmes choses dans les tests de quotient intellectuel. On fait ce genre d'exercice aussi. Le problème, c'est que dans la vie réelle, il n'y a pratiquement rien qui est linéaire. Il y a très très peu de choses qui sont linéaires. Et du coup, on nous apprend à penser d'une manière qui n'est pas adaptée au monde réel. Par contre, attention, une dynamique non linéaire peut inclure à un certain stade de son évolution une dynamique linéaire. Par exemple, la dynamique d'évolution du SARS-CoV-2 n'est pas linéaire, mais à un certain stade de son évolution,
elle inclut une dynamique exponentielle, celle dont j'ai parlé juste avant, le 1, 2, 4, 8, 16. Donc c'est pas parce que on va regarder une courbe et on va voir qu'à un moment donné, on va avoir une dynamique linéaire, en l'occurrence exponentielle, c'est pas pour autant que la dynamique totale de l'épidémie est linéaire. Ça rend très compliqué le fait de faire des modèles mathématiques. Les exponentielles, il faut comprendre comment ça fonctionne. Parce que même si la dynamique de l'épidémie n'est pas exponentielle tout le temps, il y a une phase de développement où, si on ne met pas en place de choses pour ralentir les contaminations, il y a une phase de développement où le nombre de contaminations est exponentiel. Donc il faut comprendre comment ça fonctionne parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas. C'est pas nouveau, hein, c'est pas intuitif l'exponentiel. Alors pour cela, il y a des histoires, des contes depuis très longtemps qui permettent de comprendre ce qu'est une exponentielle. Il y a des histoires par exemple sur le nombre de nénuphars dans la mare. On imagine une mare, on dit il y a tel nombre de nénuphars, et puis le nombre de nénuphars double chaque nuit. Donc au bout de tant de nuits, de tel nombre de nuits, combien il va y avoir de nénuphars. Mon histoire préférée, c'est cette légende indienne, je crois, qui nous raconte l'histoire de l'inventeur du jeu d'échecs. Alors l'inventeur du jeu d'échecs va à la cour du roi, il lui montre son jeu, et le roi est fasciné, il dit « Ah, je veux t'acheter ce jeu, je te donnerai ce que tu veux en échange, je suis très très riche, donc il n'y a pas de problème, je te donne ce que tu veux en échange. » Et alors l'inventeur du jeu d'échecs, il lui dit « D'accord, alors... D'accord, j'accepte ta proposition. Alors moi voilà ce que je veux. On prend le plateau de mon jeu d'échecs. Sur la première case, on met un grain de gris. Sur la deuxième case, on met 2 grains de riz. Sur la troisième case, on double. Et sur chaque case supplémentaire, on double. Et on va jusqu'à la dernière case. Et le nombre de grains de gris qu'il y aura sur le jeu d'échecs, tu me le donnes. Et alors le roi dit oui, oui, d'accord, pas de souci. Sauf que quand on fait le calcul, on s'aperçoit que sur la dernière case du jeu d'échecs, il y a un nombre de grains de riz qui est absolument gigantesque, qui est faramineux. Et alors je vous ai mis en lien sur la page Pearl Trees, et je vous ai mis un lien vers une vidéo YouTube, et c'est une chanson qui met en musique cette légende du jeu d'échecs. C'est très très utile pour faire comprendre aux gens, en particulier à des enfants, pour faire comprendre aux gens ce qu'est une exponentielle. Ces trois choses-là doivent nous faire prendre conscience du fait que face à un risque incertain, qu'on ne peut pas comparer un risque incertain à un risque certain. Par exemple, si on prend le nombre de morts par accident de voiture. Le nombre de morts par accident de voiture évolue d'une année sur l'autre, mais il évolue pas beaucoup, il évolue un petit peu. Et on est capable de prévoir, avec une marge d'erreur assez faible, le nombre de personnes qui vont mourir d'un accident de voiture en 2021, ou même en 2022, ou même en 2025. Alors on peut faire une erreur, hein, mais on a une idée, on va faire une erreur, on ne se trompera pas de plus de 30%. Par contre, une maladie, on ne sait pas. Enfin, une maladie contagieuse, je parle, un virus, on ne sait pas combien de personnes vont mourir du SARS-CoV-2 en 2021 ou en 2022. On n'en a pas la moindre idée. Peut-être que ce sera 0, peut-être que ce sera 10, peut-être que ce sera 10 millions de personnes. On n'en a pas la moindre idée. Et donc il faut garder cette idée en tête, comme quoi on ne peut pas comparer un risque certain avec un risque incertain. On voyait beaucoup à une époque sur Internet des tableaux qui comparaient comme ça des risques, qui comparaient par exemple le nombre de morts du terrorisme avec le nombre d'accidents de piscine, par exemple. On ne peut pas faire ce genre de choses. Encore une fois, le nombre de personnes qui vont mourir en glissant au bord de la piscine, on est capable d'évaluer dans 1 an ou 2 ans, ce sera à peu près le même qu'aujourd'hui. Par contre, un conflit local, un conflit armé dans une région du monde, dans 2 ans, peut-être que ce conflit, il y aura eu un traité de paix, ce sera terminé, il n'y aura plus personne qui mourra. Peut-être que peut-être que ça se sera transformé en 3e guerre mondiale. Un conflit local, en l'espace de 6 mois, il peut dériver sur quelque chose d'extrêmement grave. Donc on ne peut pas savoir à l'avance combien il y aura de morts. Donc cette question de l'incertitude est absolument cruciale. Alors est-ce qu'on peut malgré tout essayer de comprendre
quelle est la dynamique du SARS-CoV-2. Alors la dynamique à un instant T, parce que cette dynamique, elle est susceptible d'évoluer dans le futur. Et par ailleurs, ces dynamiques sont affectées par les politiques qui sont mises en œuvre dans les pays. Le fait de mettre en place un confinement, par exemple, ça va affecter cette dynamique. Bon, c'est le but, c'est l'objectif, ça sert à ça. On va essayer de comprendre. Alors, d'après ce qu'on en sait, la dynamique du SARS-CoV-2, c'est la suivante. Il y a une première étape durant laquelle le virus va se diffuser à bas bruit dans la société. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont attraper le virus, mais on ne s'en rend pas compte. Durant plusieurs semaines, voire même durant plusieurs mois, on a quelques cas, mais on ne s'en rend pas compte. En réalité, le virus infuse. Il va infuser surtout chez des personnes jeunes, chez des personnes qui seront en grande partie asymptomatiques ou peu symptomatiques, donc on ne va pas forcément les repérer. Et au fur et à mesure, il va y avoir de plus en plus de gens qui vont attraper le virus. Et à un moment donné, on a un super contaminant. Donc un super contaminant, c'est une personne qui va infecter un nombre très élevé de personnes, généralement en peu de temps. Par exemple, là on a eu des articles ces derniers jours qui nous parlaient d'une femme, elle a pris l'ascenseur et elle a infecté 71 personnes. Elle n'était pas dans l'ascenseur avec 71 personnes, hein. Elle a croisé personne, elle a bien respecté toutes les consignes, elle est allée se confiner chez elle, mais voilà, il y a 71 personnes qui sont passées par l'ascenseur et qui ont attrapé le coronavirus. On a eu plein d'autres cas comme ça, on en a eu dans une station de ski en Autriche, une personne dans des boîtes en Corée du Sud. Donc voilà, un super contaminant qui va créer un cluster, et à ce moment-là, l'épidémie explose. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à ce moment-là, c'est déjà trop tard. C'est durant la période d'infusion qu'il faut agir. Lorsque l'épidémie a explosé, on est déjà au moment où elle est incontrôlable. Et ça, c'est très compliqué, parce que c'est très compliqué de faire admettre aux gens qu'il faut agir alors qu'il n'y a pas beaucoup de malades et qu'il n'y a pas beaucoup de morts. Les gens ils vont dire mais non, là, la maladie, là on voit bien, c'est arrêté, c'est terminé, il n'y a plus beaucoup de cas, le problème il est résolu. Non, mais c'est maintenant qu'il faut agir. Parce qu'au moment où la maladie a explosé, c'est plus possible de la contrôler. Par ailleurs, nous savons que dans cette phase d'explosion de l'épidémie, de forte augmentation, la plupart des cas sont dans leur première semaine. Ce qui signifie qu'à ce moment-là, le taux de létalité va être bas. Donc on va dire, ok, on a des malades, mais par contre, on n'a pas beaucoup de morts. C'est la semaine suivante qu'on a les morts, enfin à partir de la semaine suivante. Et ensuite dans les semaines qui vont suivre, parce qu'en réalité on peut avoir des morts sur une période assez longue. Donc il ne faut pas tirer de conclusions trop rapides sur le nombre de morts. On peut être dans une phase où l'épidémie explose, où on a beaucoup de malades, où on n'a pas beaucoup de nombre de morts, mais les morts on va les avoir ensuite. Un exemple, à Crépy-en-Valois, le premier foyer épidémique, 41% des enfants testés positifs n'avaient pas de symptômes. Donc ça, c'est un vrai problème, le fait des enfants et même des personnes jeunes, hein, même à 25 ans, qui sont contagieux et qui n'ont pas de symptômes, et ils vont transmettre la maladie à beaucoup de monde. Sur cette question des supercontaminants, un chiffre qui nous permet de comprendre à quoi on a affaire, 80% des transmissions sont le fait de 10% des malades. Donc il y a beaucoup de gens qui sont malades. Ils peuvent être contagieux, hein, peut-être ils contamineront quelqu'un, mais voilà, la plupart des malades sont faiblement contagieux. Par contre, on a 10% des malades qui sont très très contagieux, et cette asymétrie, là encore on a une asymétrie dans la contagion, elle complique également la compréhension de la dynamique épidémique. Il y a également beaucoup de gens qui ne comprennent pas la question de la contagion, ou qui ne veulent pas comprendre.
Par exemple, ils s'imaginent que s'ils ne sont pas malades, ils ne sont pas contagieux. S'ils n'ont pas de symptômes, ils ne sont pas contagieux. Alors qu'on sait qu'en réalité, la plupart des contaminations sont faites par des personnes qui sont asymptomatiques. Et pas seulement des personnes faiblement symptomatiques, y compris des gens qui sont totalement asymptomatiques. Après, il y a des gens juste qui refusent de prendre en compte cette question de la contagion. Par exemple, on a entendu pas mal de personnes dire ah, mais moi, je veux qu'on me laisse le droit de prendre le risque d'être contaminé si j'en ai envie. Alors oui, oui, là, je m'adresse à ces personnes qui peuvent tenir ce genre de discours. Oui, que vous soyez contaminé, en soi, tout le monde s'en fout. Hein. Moi, je m'en fous, quoi. C'est votre problème, c'est pas le nôtre. Le problème, c'est que si vous êtes contaminé, vous serez contagieux. Et là, que vous soyez contagieux, bah, tout d'un coup, c'est plus votre problème, ça devient le problème de tout le monde, parce que vous mettez en danger les autres.